Fermez les yeux, chers auditeurs, et laissez votre imagination vous transporter vers des temps lointains, lorsque le monde était enveloppé de mystères et que la mer murmurait des histoires perdues dans les profondeurs des siècles. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage vers le monde de l'ancienne Atlantide, une terre légendaire dont le récit a ému les esprits et les cœurs pendant des millénaires. Cette histoire, telle une douce berceuse, vous enveloppera de chaleur et de paix, vous aidant à vous détendre et à glisser dans le royaume des rêves. Respirez profondément et laissez l'histoire commencer. Imaginez un océan sans fin, ses eaux scintillant sous les étoiles comme un miroir réfléchissant l'éternité. Les vagues caressent doucement, racontant des contes du passé, d'une terre qui fut perdue mais jamais oubliée. Quelque part, dans cette vaste étendue, dit-on, se trouvait une île que les anciens appelaient Atlantide. Ce n'était pas seulement une terre, mais un rêve réalisé, un lieu où l'humanité et la nature vivaient en harmonie, où le divin touchait le terrestre. L'Atlantide est un symbole d'un paradis perdu, un idéal que l'humanité recherche, mais qui lui échappe, comme du sable entre les doigts. Son nom résonne comme l'écho d'un passé lointain, nous invitant à plonger dans les profondeurs du temps et, peut-être, à trouver des réponses aux questions qui nous troublent aujourd'hui. Notre histoire commence avec le grand philosophe Platon, qui vécut dans la Grèce antique il y a plus de 2000 ans, au IVe siècle avant notre ère. Dans ses dialogues, Timée et Critias, écrits vers 360 avant J.C., il présenta au monde l'Atlantide, tissant un récit qui devint l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Platon décrivit l'Atlantide comme un puissant empire qui existait 9000 ans avant son époque, au-delà des colonnes d'Hercule, un lieu que nous associons aujourd'hui au détroit de Gibraltar. Cet empire, disait-il, n'était pas seulement vaste par sa taille, mais aussi incroyablement avancé, surpassant toutes les civilisations connues de son temps en art, science et puissance militaire. Platon affirmait que l'histoire de l'Atlantide lui était parvenue par une chaîne de sages, commençant par Solon, un législateur athénien qui vécut au VIe siècle avant J.C. Lors d'un voyage en Égypte, Solon visita la ville de Saïs, où les prêtres du temple de Neth, que les Grecs identifiaient à Athéna, partagèrent avec lui des archives anciennes. Ces prêtres affirmaient que leurs ancêtres connaissaient l'Atlantide, une grande île qui était un centre de commerce, de science et de culture. Ils disaient que l'Atlantide était plus grande que la Libye et l'Asie réunies, servant de pont entre le monde connu et des terres inexplorées au-delà de l'horizon. Ces terres regorgeaient de richesses, et son peuple possédait une sagesse presque divine. Les prêtres racontèrent à Solon que l'Atlantide était bénie par les dieux, et son histoire commença avec Poséidon, le seigneur des mers. Selon le mythe, Poséidon tomba amoureux d'une mortelle nommée Cléito, fille d'Événor et de Leucippe, les premiers habitants de l'île. Pour protéger son aimée, Poséidon créa une île pour elle, entourée de 3 anneaux d'eau et de 2 anneaux de terre, comme s'il l'enlaçait de ses vagues. Ces anneaux, sculptés avec une précision divine, devinrent la base de la structure unique de l'Atlantide, la rendant à la fois imprenable et magnifique. Cléito donna à Poséidon 5 paires de jumeaux, 10 fils qui devinrent les premiers rois de l'Atlantide. Leurs noms, Atlas, Gadérus, Amphérès, Évaémon, Mnésée, Autochton, Élasippe, Mestor, Asaès et Diaprépès, résonnaient comme un hymne à la puissance de l'île, et leurs descendants
régnèrent avec une sagesse sanctifiée par leur origine divine. Mais l'Atlantide était-elle réelle? Cette question demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire, captivant érudits, philosophes et rêveurs. Certains chercheurs pensent que Platon inventa cette histoire comme une allégorie philosophique pour illustrer comment l'orgueil et la cupidité peuvent détruire même un état idéal. Il note que les textes de Platon manquent de preuves concrètes et ces descriptions pourraient être une métaphore pour Athènes ou d'autres villes en déclin. En tant qu'élève de Socrate, Platon utilisait souvent des dialogues pour explorer des idées morales et politiques, et l'Atlantide pourrait être un exemple fictif illustrant sa philosophie. D'autres érudits croient que l'Atlantide était réelle et que ses traces peuvent être trouvées dans le monde. Ils pointent du doigt des découvertes archéologiques comme les ruines de la civilisation minoenne à Crète, qui prospéra vers 2000 avant J.C. Les Minoens avaient une culture avancée, construisant des palais avec des systèmes de plomberie et des fresques, et commerçaient à travers la Méditerranée. Leur disparition soudaine peut être due à une éruption volcanique sur l'île de Santorin vers 1600 avant J.C., rappelle le destin de l'Atlantide. Les fouilles à Santorin, où des villes comme Acrotyrie furent trouvées ensevelies sous les cendres, alimentent ces théories. Certains suggèrent que Platon aurait pu entendre des récits déformés des Minoens, les transformant en mythes de l'Atlantide. Il existe des hypothèses plus audacieuses. Certains chercheurs cherchent l'Atlantide dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, voire l'Antarctique, suggérant qu'elle pourrait être cachée sous la glace après un cataclysme mondial. D'autres la relient au triangle des Bermudes, où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces, laissant supposer des vestiges de technologie ancienne. Les géologues étudient les dorsales sous-marines, comme la dorsale médio-atlantique, à la recherche de signes de terre engloutis, tandis que les historiens analysent des mythes, des cultures égyptiennes aux cultures mésoaméricaines, qui parlent de grandes villes perdues dans la mer. Mais l'océan garde ses secrets et aucun érudit n'a trouvé de preuves définitives de l'existence de l'île. Qu'elle soit réelle ou non, l'histoire de l'Atlantide continue d'inspirer. Elle parle du rêve humain de créer un monde où la beauté, la sagesse et la justice règnent en maître. Elle nous rappelle que même les plus grandes réalisations peuvent être perdues si nous oublions l'humilité et l'harmonie. L'Atlantide est un miroir reflétant nos espoirs et nos peurs, nos rêves et nos erreurs. Elle nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui rend une civilisation grande? Comment la préserver pour les générations futures? Et comment équilibrer l'ambition avec le respect du monde qui nous entoure? Cette légende est plus qu'un conte du passé. Elle vit dans les livres, les peintures, les chansons et en chacun de ceux qui contemplent la mer et rêvent de mondes perdus. Elle a inspiré des poètes comme Homère, qui chantait des îles lointaines, et des philosophes qui méditaient sur la nature du pouvoir. Elle vit en chacun de nous lorsque nous aspirons à quelque chose de plus grand, à un monde où le bien triomphe du mal et où la beauté devient éternelle. L'Atlantide est une invitation à rêver, à réfléchir, à voyager en nous-mêmes, où nous pouvons trouver non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions. Pourtant, l'Atlantide est aussi un avertissement. Platon raconte que son peuple, aveuglé par l'orgueil, oublia les lois divines, et leur cupidité conduisit à la catastrophe.
Cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres civilisations, à la manière dont nous utilisons les ressources, dont nous nous traitons les uns les autres et dont nous respectons la nature. Peut-être que l'Atlantide n'est pas seulement le passé, mais un avenir que nous pouvons éviter si nous sommes plus sages. Fermez les yeux et imaginez-vous sur le pont d'un navire naviguant sur des eaux calmes. Le vent caresse doucement votre visage et devant vous, dans la brume, se dessine la silhouette d'une île. C'est l'Atlantide, une terre de mystère et de merveille. Vous ressentez une excitation, l'anticipation de la découverte, mais aussi une paix, sachant que cette histoire vous guidera dans le monde des rêves. Laissez cette image perdurer alors que nous nous préparons à fouler ces rivages, où des plaines verdoyantes et des villes radieuses nous attendent. Nous commençons à peine notre voyage, chers auditeurs. Devant nous se profile une rencontre avec l'Atlantide elle-même, ses terres fertiles, ses temples majestueux et ses canaux reflétant les étoiles. Laissez la vision de l'île, baignée de lumière matinale, vous guider vers le prochain chapitre, où nous verrons à quoi ressemblait cette terre bénie par les dieux. Respirez lentement, détendez-vous et laissez l'histoire couler, comme une vague vous portant vers de nouveaux horizons. Bonne nuit. Chers auditeurs, notre navire approche des côtes de l'Atlantide et la brume se dissipe, révélant une île de légende. Fermez les yeux et imaginez poser le pied sur une terre douce, où le parfum des jardins en fleurs se mêle à l'haleine salée de la mer. Aujourd'hui, nous explorons la géographie et l'architecture de l'Atlantide, ses richesses naturelles, ses villes et ses temples façonnés avec une précision divine. Respirez profondément, détendez-vous et laissez cette scène vous transporter dans un monde de rêve où chaque pas dévoile de nouvelles merveilles. L'Atlantide, comme l'a décrit Platon, était une terre d'abondance, où la nature et l'ingéniosité humaine se fondaient en harmonie, comme une mélodie chantée par le vent et les vagues. L'île reposait dans des eaux chaudes, entourée d'un vaste océan, avec un climat doux, comme un printemps éternel. Des plaines fertiles s'étendaient jusqu'à l'horizon, couvertes de champs de blé dorés, d'oliveraies et de vignobles, produisant des fruits aussi doux que le miel. Ces plaines, irriguées par des rivières, donnaient des récoltes pouvant nourrir des milliers de personnes, et leur beauté inspirait les poètes à composer des odes à une terre offerte par les dieux. Les collines de l'Atlantide, parsemées de fleurs, s'élevaient vers le ciel comme des vagues vertes figées dans leur mouvement. Des orchidées, des lys et des herbes rares poussaient sur leurs flancs, emplissant l'air de leur fragrance. Des rivières, prenant leur source dans les montagnes, coulaient vers la mer, scintillant comme du verre liquide, leurs eaux si claires que les étoiles s'y reflétaient même en plein jour. Ces rivières nourrissaient les champs, arrosaient les jardins et remplissaient des lacs où flottaient des cygnes et des lys en fleurs, créant des scènes dignes des salles divines. Les pêcheurs, dont les barques glissaient sur ces eaux, parlaient de poissons aux écailles argentées et de perles trouvées dans les profondeurs. Les montagnes de l'île, drapées de forêts denses, abritaient des animaux sauvages, cerfs, sangliers et oiseaux rares aux plumages éclatants, dont les chants résonnaient comme une musique. Les cèdres, cyprès et chênes des flancs fournissaient du bois pour les navires, les palais et les ponts. Dans les profondeurs des montagnes, on extrayait des gemmes précieuses, émeraudes,
saphir, améthyste, et de l'orichalque, un métal mystérieux qui, selon la légende, brillait comme du feu et valait plus que l'or. L'orichalque ornait les temples, les armes et les bijoux. Sa lumière, disait-on, ensorcelait quiconque le contemplait trop longtemps. La caractéristique la plus frappante de l'Atlantide était sa structure. Platon décrit l'île comme une série d'anneaux concentriques, 3 anneaux d'eau alternant avec 2 anneaux de terre, comme dessinés par un architecte céleste. Ces anneaux, créés par Poséidon pour protéger Cléito, n'étaient pas seulement un système défensif, mais un symbole d'ordre et d'équilibre. L'anneau extérieur de terre était le plus large, son terrain riche en forêts regorgeant de vie sauvage et en pâturage où paissaient moutons et bœufs. Ici vivaient les agriculteurs et les bergers, leurs villages nichés dans la verdure, leurs maisons de bois et de pierre ornées de motifs sculptés représentant les récoltes et les fêtes. Les anneaux intérieurs étaient plus étroits, mais leur beauté croissait à mesure qu'on approchait du centre. Sur le 2e anneau de terre s'étendaient des jardins aux fruits exotiques, grenades, figues, oranges, dont les arômes se mêlaient à l'odeur de la mer. Là se trouvaient les ateliers des artisans, tissant des étoffes douces comme des nuages, façonnant des bijoux de perles et créant des poteries d'argile peintes de scènes mythiques. Ces ateliers étaient le cœur du commerce, leurs produits expédiés vers des terres lointaines, glorifiant l'habileté des Atlantes. Les canaux reliant les anneaux étaient assez larges pour permettre le passage des navires, leurs berges ornées de statues de dieux marins, de nymphes et de dauphins, sculptées dans du marbre et recouvertes d'or. Ces statues, réalisées par des sculpteurs maîtres, semblaient vivantes, leurs yeux en gemmes scintillant au soleil. Les canaux n'étaient pas seulement des voies pour les navires, mais des lignes vitales irriguant les champs et les jardins, leurs eaux considérées comme bénies, offertes par Poséidon lui-même. Les ponts enjambant les canaux étaient des merveilles d'ingénierie. Pavés de pierres blanches, ils brillaient sous la lumière du soleil, leurs arches décorées de mosaïques d'étoiles, de vagues et de créatures marines. Des chariots tirés par des chevaux et des piétons en tuniques de lin éclatante, teintes dans des nuances de coucher de soleil, traversaient ces ponts. Les ponts reliaient non seulement les terres, mais aussi les gens, favorisant un sentiment d'unité qui était le cœur de l'Atlantide. Chaque pont portait un nom lié à un mythe, comme le pont des dauphins, nommé d'après les statues gardant son entrée. Au centre de l'île s'élevait une colline sacrée, abritant la principale ville de l'Atlantide, une capitale radieuse, dont la beauté frappait l'imagination. La ville était entourée du dernier anneau d'eau, alimenté par des canaux où glissaient des navires aux voiles écarlates, chargés de marchandises venues de terres lointaines. Les rues de la ville étaient pavées de dalles polies et ses places ornées de fontaines dont l'eau scintillait au soleil. Les maisons, construites en pierre blanche, rouge et noire extraites de l'île, possédaient des jardins sur les toits où les habitants cultivaient des fleurs, des vignes et des herbes, emplissant l'air de leurs parfums. Le cœur de la ville était le temple de Poséidon, s'élevant sur la colline comme un phare appelant les âmes. Ses murs étaient recouverts d'or et d'argent, ses salles intérieures ornées d'orichalques, dont l'éclat créait une aura de magie. Au-dessus du temple se dressait une statue de Poséidon sur un char tiré par 6 chevaux ailés, son éclat doré
visible à des kilomètres, guidant les marins vers leur foyer. Autour du temple s'étendaient des jardins aux fruits dorés, pommes, grenades, pêches, dits être des dons des dieux, des sources jaillissant de la terre, coulaient en ruisseaux chauds et froids, leurs eaux réputées guérir le corps et l'âme. Les palais de la noblesse entouraient le temple, leurs murs ornés de mosaïques représentant des mythes de la mer, des étoiles et des héros. Chaque palais était un chef-d'œuvre, avec des cours où murmuraient des fontaines et des salles décorées de fresques racontant les exploits des ancêtres. Les salles éclairées par des cristaux faisaient disparaître la nuit. Même les maisons modestes des artisans et des marchands étaient belles, avec des fenêtres encadrées de verres colorés et des portes sculptées de motifs d'ondes et d'étoiles. Les ports de la ville accueillaient des navires du monde entier, tandis que les chantiers navals construisaient des vaisseaux aux coques renforcées de bronze pour résister aux tempêtes. Ces navires, ornés de sculptures et de voiles aux couleurs vives, étaient la fierté de l'Atlantide. Les murailles de l'anneau extérieur, revêtues de bronze, brillaient comme des miroirs, reflétant le ciel et la mer. Des tours à leur sommet abritaient des gardes surveillant l'horizon, protégeant la paix de l'île. Ces murailles hautes et imprenables n'étaient pas seulement des défenses, mais des symboles de la force et de la confiance de l'Atlantide en sa grandeur. Pourtant, derrière cette force et cette beauté se trouvaient les vies de son peuple, des individus dont les rêves, les espoirs et les efforts rendirent l'île légendaire. Leurs voix, leurs chansons et leurs histoires emplissaient l'air, créant un monde qui semblait éternel. Fermez les yeux et imaginez marcher dans les rues de cette ville. Vous sentez la chaleur des pierres sous vos pieds. Entendez le clapotis de l'eau dans les canaux et respirez le parfum des jardins en fleurs. Au loin, le temple de Poséidon brille, sa lumière appelant comme une étoile. Cet endroit semble un paradis, mais sous sa beauté se cachent les histoires de son peuple, ses coutumes, ses vies. Laissez cette image perdurer alors que nous passons doucement au récit du peuple de l'Atlantide, comment ils vécurent, aimèrent et rêvèrent sous le ciel radieux de leur île. Respirez lentement et laissez le sommeil vous envelopper doucement, vous portant vers de nouveaux horizons où les voix des Atlantes partageront leurs histoires. Bonne nuit, chers auditeurs. Nous restons dans la radieuse ville de l'Atlantide, où les temples réfléchissent la lumière du soleil et les canaux fredonnent doucement leur mélodie. Fermez les yeux et imaginez déambuler dans des rues animées, entourées des rires des enfants et des arômes de fruits frais du marché. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie des Atlantes, leur société, leur culture, leurs croyances et leurs joies quotidiennes qui firent de cette île une légende. Respirez profondément, détendez-vous et laissez cette histoire vous transporter dans un monde de rêves où chaque instant déborde de beauté. La société de l'Atlantide était complexe et harmonieuse, comme une mosaïque composée d'innombrables pièces éclatantes, chacune essentielle au tout. Platon nous raconte que l'île était divisée en 10 royaumes, chacun gouverné par un descendant de Poséidon et Cléito. Ces rois n'étaient pas seulement des dirigeants, mais aussi des chefs spirituels, gardiens de la loi divine, reliant l'humanité aux dieux. Leurs noms, comme Atlas, le premier roi dont l'île portait le nom, et Gadéirus, dont le royaume était célèbre pour ses ports,
résonnaient dans les hymnes et les prières, leur autorité sanctifiée par leur lignée divine. Chaque royaume avait sa propre capitale, ses champs, ses ports et ses temples, mais tous s'unissaient sous un conseil commun qui se réunissait dans le temple de Poséidon central. Tous les 5 ou 6 ans, les rois se rassemblaient pour un rituel sacré, le cœur de leur unité. Ils s'aventuraient dans les jardins du temple, où paissaient des taureaux sacrés aux cornes ornées de rubans dorés, et en capturaient un, en n'utilisant que des cordes et des couteaux de bronze pour préserver la pureté du rite. Le taureau était sacrifié sur l'autel, son sang mélangé à du vin et bu dans des coupes dorées, tandis que les rois juraient de défendre la justice, la sagesse et la loyauté envers les lois de Poséidon. Ces serments, prononcés sous les étoiles, n'étaient pas de simples mots, mais un pacte sacré liant les Atlantes à leurs dieux et entre eux. Au-delà des rois, la société de l'Atlantide comprenait des prêtres, des guerriers, des artisans, des agriculteurs et des marchands, chacun contribuant à la prospérité de l'île. Les prêtres jouaient un rôle particulier en tant que médiateurs entre le peuple et les dieux. Ils accomplissaient des rituels pour apaiser Poséidon, lisaient des présages dans les étoiles, le vol des oiseaux et le mouvement des nuages. Leur savoir, conservé dans des sanctuaires secrets, englobait l'astronomie, la médecine et, selon les rumeurs, les secrets de la communication avec les esprits marins. Les prêtres formaient les jeunes, transmettant la sagesse ancestrale, et même les rois écoutaient leurs conseils, surtout en temps de crise. Vêtus de robes de lin blanc ornées d'orichalques, ils brillaient dans les temples, leurs prières sonnant comme une musique. Les guerriers de l'Atlantide n'étaient pas seulement des protecteurs, mais des symboles d'honneur. Leurs armures, décorées de bronze et d'orichalques, scintillaient au soleil, leurs boucliers représentant des combats contre des monstres marins, comme les krakens géants dont parlaient les marins. Ils gardaient les ports, escortaient les caravanes commerciales et, selon la légende, combattaient les pirates menaçant les navires. Leur rôle principal était de maintenir la paix et ils participaient souvent à des rituels en l'honneur de Poséidon, montrant leur force et leur loyauté. Les jeunes guerriers affrontaient des épreuves, comme nager dans des eaux tumultueuses ou chasser dans les montagnes pour prouver leur bravoure. Les artisans et les agriculteurs formaient l'épine dorsale de la société. Les forgerons façonnaient des outils et des bijoux en orichalque et en or, leurs marteaux résonnant dans les ateliers, se mêlant au murmure des canaux. Les tisserands produisaient des étoffes douces comme des nuages, teintes dans des nuances de coucher de soleil et de mer, portées même dans des terres lointaines. Les joailliers sculptaient des amulettes et des bagues incrustées de perles et de gemmes, chacune racontant une histoire. Les agriculteurs cultivaient du blé, de l'orge, des olives et des fruits. Leurs jardins si beaux qu'ils semblaient des prolongements des bosquets des temples. Ils chantaient, pendant les récoltes, leurs mélodies, transmises de génération en génération, sonnant comme des hymnes à la terre. Les marchands, dont les navires parcouraient les océans, étaient les yeux et les oreilles de l'Atlantide. Ils rapportaient des épices, des soies et des gemmes, les échangeant contre le vin, l'huile d'olive et les produits en orichalque de l'île. Leurs récits de terres lointaines, déserts, où le sable brillait comme de l'or, jungles, abritant des oiseaux aux plumes ardentes, inspiraient poètes et artistes. Les marchands devenaient souvent des héros mythiques, comme le marin Tharis, qui découvrit une île où les arbres portaient des fruits de perles. La culture de l'Atlantide était aussi riche que ses terres.
Les Atlantes étaient réputés pour leur art, reflet de leur amour pour la beauté et l'harmonie. Leur musique, dit-on, était si enchanteresse qu'elle pouvait calmer les tempêtes ou endormir les bêtes sauvages. Les musiciens jouaient de la lyre, de la flûte, du tambour et de la harpe, créant des mélodies évoquant la voix de la mer ou le murmure du vent. Lors des festivals en l'honneur de Poséidon, la musique attirait les foules, ses sons se mêlant au clapotis des canaux. Les enfants apprenaient à chanter dès leur plus jeune âge, leur voix claire et résonnante emplissant les places et les temples. La poésie était un autre trésor de l'Atlantide. Les poètes composaient des vers sur les dieux, les héros, l'amour et la mer, leurs mots gravés sur des tablettes d'argile, des plaques d'or et des pierres sculptées. Ces poèmes étaient récités lors des banquets, dans les écoles et les palais, connus même des agriculteurs les plus simples. Un mythe célèbre racontait l'histoire d'un héros nommé Élias, qui descendit dans un royaume sous-marin pour récupérer une perle de Poséidon, d'un dragon marin. Son histoire inspirait les jeunes Atlantes à accomplir de grandes actions et leur rappelait le pouvoir de la foi. Les artistes créaient des fresques représentant des mythes et la vie quotidienne, des pêcheurs rentrant avec leurs prises, des danseuses, des dieux marins chevauchant des dauphins. Utilisant des peintures tirées de minéraux et de plantes, leurs œuvres semblaient vivantes, comme si les figures pouvaient sortir des murs. Les sculpteurs façonnaient des statues de dieux, de héros et d'animaux, chacune un chef-d'œuvre. Des esprits marins en marbre se dressaient dans les ports, tandis que des nymphes dans les jardins, entourées de fleurs, affichaient des expressions de paix et de sagesse. L'éducation à l'Atlantide était accessible à tous, des enfants, des rois à ceux des pêcheurs. Dans les écoles, souvent rattachées au temple, les élèves apprenaient à lire, écrire, compter, étudier l'astronomie pour comprendre les étoiles et les mathématiques pour construire des canaux et des palais. La rhétorique et la philosophie enseignaient à penser clairement et à parler avec persuasion, tandis que les mythes et légendes nourrissaient l'amour de l'histoire. Les enseignants, souvent des prêtres, partageaient des récits sur les origines de l'île, Poséidon et ses dons, enracinant ces histoires dans l'âme de chaque Atlante. Les enfants étaient encouragés à poser des questions. Pourquoi la mer s'agite? Pourquoi les étoiles bougent? Pourquoi rêvons-nous? Les rendant plus sages. La vie quotidienne était empreinte de beauté et d'ordre. Les Atlantes portaient des tuniques douces et colorées, azur, pourpre, doré, ornées de bracelets d'or, de colliers de perles et de bagues de gemmes. Même les maisons les plus simples avaient des cours avec des fontaines et des fleurs, où les familles se réunissaient pour dîner, partageant histoires et chansons. Les festivals en l'honneur de Poséidon étaient des moments de joie. Les gens dansaient sous les étoiles, chantaient des hymnes et offraient des présents au temple, fruits, vins, figurines d'orichalque. L'un de ces festivals, le Jour des vagues, comprenait une procession vers la mer, où les habitants jetaient des fleurs dans l'eau, remerciant Poséidon pour sa protection. Fermez les yeux et imaginez-vous sur une place atlante. Vous entendez les enfants rire, jouer près d'une fontaine et voyez une femme en tunique bleue portant un panier de grenades. Une musique flotte au loin et au-dessus de la ville, le temple de Poséidon brille, sa lumière appelant comme une étoile.
C'est un monde où chacun se sent partie d'un tout plus grand, où la vie est une danse de beauté et d'harmonie. Laissez cette image vous envelopper alors que nous passons à l'histoire de l'âge d'or de l'Atlantide, un temps de gloire et de puissance où l'île brillait plus fort que le soleil. Respirez lentement et laissez le sommeil vous envelopper doucement, vous portant vers de nouveaux horizons où les étoiles et la mer révéleront sa grandeur. Bonne nuit. Chers auditeurs, nous demeurons au cœur de l'Atlantide, où les rues bourdonnent de vie et les temples scintillent d'or, réfléchissant la lumière du soleil. Fermez les yeux et imaginez-vous sur un pont, observant des navires glisser sur les canaux, leurs voiles pourpres comme le coucher du soleil. Maintenant, je vais vous parler de l'âge d'or de l'Atlantide, une époque où cette île atteignit le sommet de sa grandeur, un phare pour le monde. Respirez profondément, détendez-vous et laissez cette histoire vous transporter dans un monde de rêve où tout est possible. Durant son ère de gloire, l'Atlantide n'était pas seulement belle, mais étonnamment avancée, ses réalisations semblant miraculeuses, même pour les dieux. Son peuple maîtrisait la science, l'art et le commerce, sa civilisation brillant comme une étoile dans la nuit. L'astronomie était une pierre angulaire du savoir atlante. Sur les collines s'élevaient des observatoires en pierre blanche, ornés de mosaïques d'étoiles, où prêtres et savants étudiaient les cieux. Ils cartographiaient les constellations, prédisaient les éclipses, les saisons et même les trajectoires des comètes, censées porter des messages divins. Leur calendrier était si précis que chaque année débutait par un festival en l'honneur des étoiles, où toute l'île se rassemblait pour contempler le ciel nocturne scintillant. Les mathématiques et l'ingénierie soutenaient leur prospérité. Les Atlantes construisirent des systèmes d'irrigation complexes, transformant les plaines en jardins florissants. Les canaux sillonnant l'île arrosaient les champs, nourrissaient les vergers et servaient d'autoroute pour les navires. Ces canaux, bordés de pierres et décorés de mosaïques de dauphins et d'étoiles de mer, étaient assez profonds pour les plus grands vaisseaux, leurs rives gardées par des statues de dieux marins aux yeux de saphir, scintillant au soleil. Les ponts de pierre et de bois étaient si robustes qu'ils résistaient aux ouragans, leurs arches sculptées de motifs semblant prolonger la nature. Les Atlantes inventèrent des mécanismes actionnés par l'eau pour soulever des charges, ouvrir des portes et faire fonctionner des fontaines ornant les places. Les temples et les palais disposaient de systèmes de canalisation complexes, acheminant l'eau partout, et certains bâtiments, selon les rumeurs, avaient même des ascenseurs menant aux étages supérieurs. Ces technologies, mêlant simplicité et génie, rendaient la vie pratique et belle, libérant les Atlantes pour se consacrer à l'art et à la sagesse. Les écoles enseignaient aux enfants les principes de ces mécanismes, et les jeunes ingénieurs construisaient des maquettes de ponts et de canaux, rêvant de créer quelque chose d'encore plus grandiose. Le commerce était le pouls de l'économie de l'Atlantide. Les ports de l'anneau extérieur accueillaient des navires de terre lointaines, apportant des soies de l'Est, des épices des îles, des gemmes des déserts et des fruits exotiques, inconnus même des Atlantes. En retour, ils exportaient du vin, de l'huile d'olive, des bijoux en or et de l'orichalque, plus précieux que l'or pour son éclat radiant. Leur flotte de centaines de navires était la plus puissante du monde, leurs marins naviguant sur des océans que d'autres jugeaient maudits. Les légendes racontent que les Atlantes commerçaient avec des terres au-delà de la grande mer occidentale, où le soleil
se couche dans une splendeur dorée, rapportant des métaux étranges et des plantes, comme un arbre dont le bois résistait au feu. Les cristaux extraits des profondeurs de l'île occupaient une place spéciale dans leur technologie. Ces cristaux, clairs comme du verre et brillants comme des étoiles, illuminaient les temples, les palais et les rues. La nuit, les villes atlantes resplendissaient d'une lumière douce, et les voyageurs disaient que l'île ne dormait jamais. Certains prêtres affirmaient que les cristaux emmagasinaient la lumière du soleil et pouvaient guérir le corps et l'esprit, mais ces secrets étaient connus de peu. Dans les temples, les cristaux étaient sertis dans des cadres dorés, leur éclat créant une aura de présence divine. Un mythe parlait d'un cristal capable de révéler l'avenir, conservé dans un sanctuaire secret accessible uniquement aux grands prêtres. La spiritualité restait le fondement de la vie atlante. Ils croyaient que leur prospérité était un don de Poséidon, chaque victoire résultant de sa bénédiction. Les prêtres accomplissaient des rituels pour apaiser la mer, psalmodiant des prières et brûlant de l'encens dont le parfum montait aux cieux. Les agriculteurs offraient leur première récolte au temple, paniers de raisins, d'olives, de grenades, tandis que les pêcheurs bénissaient leurs filets pour des prises abondantes. Les marchands priaient pour la protection avant leur voyage et les guerriers consacraient leurs boucliers avant les batailles. Cette foi en le divin donnait un sens et une unité à leur vie, et même dans les tâches quotidiennes, ils voyaient la main de Poséidon. L'art prospéra durant cette ère, reflétant l'âme de l'Atlantide. Les poètes écrivaient des odes aux étoiles, à la mer et à l'amour, leurs mots résonnant lors des banquets, dans les temples et sur les places. Un poète renommé, Lyras, composa une épopée sur la création de l'île, décrivant comment Poséidon éleva l'Atlantide des vagues pour l'offrir à l'humanité. Cette épopée, longue de milliers de vers, était récitée lors des festivals, ces vers connus même des enfants. Les musiciens tissaient des mélodies semblant tirer du vent et des vagues, leurs concerts attirant des milliers de personnes. Les fresques sur les murs des palais représentaient des scènes de paix et de triomphe, navires rentrant au port, prêtres dansant, enfants jouant avec des dauphins, les statues de dieux et de héros dans les jardins et les ports inspiraient les habitants à de grandes actions et rappelaient la grandeur de leur terre. L'éducation était universelle et les Atlantes étaient fiers de leur sagesse. Les enfants apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi à comprendre la nature, les étoiles et les lois de la mer. Ils étudiaient la philosophie pour réfléchir au sens de la vie et la rhétorique pour partager leurs pensées. Les enseignants partageaient des mythes sur Poséidon, des héros ayant sauvé l'île et des étoiles dites être les âmes des premiers Atlantes. Ces histoires instillaient l'amour de leur patrie et un sens du devoir. Les écoles organisaient des concours où les enfants construisaient des maquettes de navires, écrivaient des poèmes ou résolvaient des problèmes mathématiques, les gagnants recevant des couronnes de laurier, symbole de sagesse. La vie quotidienne était vibrante. Les Atlantes portaient des tuniques aux couleurs éclatantes et s'ornaient de bijoux, chaque pièce étant une œuvre d'art. Leurs maisons avaient des jardins fleuris et fruitiers et des cours avec des fontaines murmurantes. Les familles se réunissaient pour le dîner, partageant des histoires, et les soirées se terminaient par une chanson ou un conte. Les festivals, comme le jour des vagues, unissaient l'île lorsque tous se rassemblaient
près de la mer pour remercier Poséidon. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un port Atlante. Des navires arrivent avec des trésors, des astronomes discutent des étoiles et des enfants rient, jouant près d'une fontaine. C'est une époque où tout semble possible, un monde d'espoir et de rêve. Mais même dans cette splendeur, des ombres commencent à apparaître, présageant un changement. Laissez cette image vous porter alors que nous passons à l'histoire du déclin de l'Atlantide, sa chute et la tragédie qui changea tout. Respirez lentement et laissez le sommeil vous envelopper doucement, vous portant vers de nouveaux horizons où la mer révélera le destin de l'île. Bonne nuit. Chers auditeurs, nous nous tenons au seuil d'un changement dans l'histoire de l'Atlantide, où l'éclat de ses temples commence à s'estomper sous un ciel qui s'assombrit, et la mer murmure des tempêtes à venir. Fermez les yeux et imaginez-vous sur une colline, contemplant une ville dont les tours dorées brillent encore, mais l'air porte un sentiment de malheur imminent. Maintenant, je vais vous raconter le crépuscule de l'Atlantide. Comment cette grande civilisation s'effondra sous le poids de ses erreurs, ne laissant que des légendes. Respirez profondément, détendez-vous et laissez cette histoire vous transporter dans un monde de rêve où même la tragédie porte des leçons et de la paix. L'âge d'or de l'Atlantide fut une époque de gloire, où ses navires sillonnaient les océans et ses temples brillaient comme des étoiles. Son peuple, autrefois sage et juste, construisit un monde qui semblait éternel. Mais comme l'histoire l'enseigne, rien ne dure éternellement, et même les plus grands empires peuvent tomber. Platon raconte qu'avec le temps, les cœurs des Atlantes changèrent, leurs âmes, jadis pures, s'obscurcirent. La richesse, autrefois source de générosité, engendra l'avidité. Le pouvoir, symbole de sagesse, nourrit l'orgueil. Ils commencèrent à se voir, non comme les serviteurs des dieux, mais comme leurs égaux, marquant le début de leur fin. Les rois, qui juraient autrefois la justice dans le temple de Poséidon, se disputaient désormais des terres, des ports et des richesses. Leurs palais devinrent encore plus grandioses, avec des salles ornées d'or, d'orichalques et de gemmes, mais il manquait de l'harmonie qui définissait l'Atlantide. Ils construisirent de nouveaux temples, non pour prier, mais pour afficher leur pouvoir, leurs autels vides d'offrandes et d'encens. Les rois, autrefois unis sous les étoiles pour renouveler leurs serments, passaient maintenant leur temps dans des banquets où le vin coulait à flots et les chansons couvraient les voix des prêtres. Ils oublièrent les lois que leurs ancêtres avaient gravées sur des plaques dorées, leurs décisions devenant de plus en plus égoïstes. Les Atlantes, aveuglés par la richesse, commencèrent à négliger la nature qui soutenait leur île. Ils abattirent des forêts sur les flancs des montagnes pour construire de nouveaux palais et navires, laissant des collines dénudées où les oiseaux chantaient autrefois. Les rivières, jadis limpides, devinrent troubles à cause des rejets, des ateliers, et les canaux, fierté de l'île, s'encombrèrent de débris. Les agriculteurs, cherchant des récoltes plus abondantes, épuisèrent le sol, et les jardins aux fruits dorés commencèrent à faner. Les pêcheurs remarquèrent des prises plus maigres, les poissons aux écailles argentées disparaissant des eaux. Pourtant, ces signes furent ignorés, et le peuple continua à célébrer comme si rien n'avait changé. Les prêtres, gardiens de la sagesse, avertissaient de la colère de Poséidon. Ils voyaient des présages dans les étoiles, des constellations qui se déplaçaient, des comètes tombant comme des larmes divines.
Ils entendaient des avertissements dans le vent qui se renforçait et dans les cris des oiseaux fuyant l'île en nuée. Les oracles, dont les voix inspiraient autrefois, parlaient de couchers de soleil rouge sang, d'ombres mouvantes sous l'eau et d'une terre tremblante. Une oracle, la vieille Larissa, prédit que la mer se lèverait si les Atlantes ne revenaient pas à leurs racines, mais ces paroles furent accueillies par des moqueries. Le peuple, enivré par sa grandeur, organisait des banquets où la musique étouffait les prophéties, et les danses duraient jusqu'à l'aube. La jeunesse, élevée dans le luxe, oublia les anciennes coutumes. Il ne chantait plus les hymnes, à Poséidon n'offrait plus de présents au temple et n'écoutait plus les récits des anciens sur les origines de l'île. Au lieu de cela, il rêvait de conquêtes, de nouvelles terres à soumettre et de richesses à amasser. Les marchands, autrefois fiers de leur honnêteté, commencèrent à tromper, vendant de l'orichalque contrefait ou du vin dilué. Les distelins artisans, dont les œuvres étaient des chefs-d'œuvre, créaient pour le profit, non pour l'art, leur création perdant leur âme. Même les poètes, dont les vers inspiraient, écrivaient des odes aux riches, et non à la mer et aux étoiles. La nature parlait plus fort que les prêtres. La terre tremblait plus souvent, des fissures apparaissant dans les ponts, les murs et même les temples, dont les plaques dorées tombaient comme des larmes. Les volcans, endormis depuis des siècles, se réveillèrent, crachant des cendres qui cachaient le soleil, la lave coulant sur les flancs, détruisant forêts et villages. La mer, autrefois protectrice de l'Atlantide, devint agitée, les pêcheurs rapportant des courants étranges, entraînant leurs bateaux, des vagues se levant sans vent et des formes sombres scintillant dans les profondeurs. Un pêcheur, rentrant au port, affirma avoir vu une ombre géante sous l'eau, comme un dragon, mais son récit fut rejeté comme une fantaisie. Quelques sages, comme le philosophe Iron, tentèrent de restaurer la sagesse. Iron écrivit des traités exhortant les Atlantes à se souvenir de l'harmonie, comment leurs ancêtres vivaient en équilibre avec la nature et les dieux. Il disait que Poséidon leur avait offert l'île, non pour la détruire, mais pour en faire un exemple pour le monde. Mais ces paroles se perdirent dans le tumulte des banquets, entendus seulement par quelques-uns, principalement des anciens et des enfants. Les enfants, encore fidèles, se rassemblaient dans les temples, priant pour le pardon, mais leur voix était trop faible pour changer le destin. Platon décrit les derniers jours de l'Atlantide comme une période de terreur et de chaos. En une seule nuit et un seul jour, dit-il, l'île fut détruite. Des tremblements de terre fendirent la terre, et des vagues immenses, plus hautes que les tours les plus élevées, déferlèrent sur les anneaux de terre. Les temples s'effondrèrent, leurs murs dorés tombant dans les canaux qui débordèrent, emportant maisons, statues et personnes. Les palais, remplis de rires la veille encore, furent engloutis par l'eau, et les jardins aux fruits dorés disparurent sous les vagues. Les volcans entrèrent en éruption avec une telle force que le ciel devint noir de cendres, la lave brûlant les plaines jusqu'à en faire des déserts. Les habitants fuirent vers les collines, cherchant le salut, mais la mer n'eut aucune pitié. Les mères serraient leurs enfants, les hommes tentaient de construire des radeaux, mais les vagues étaient plus rapides. Les prêtres, debout dans le temple de Poséidon, chantèrent une dernière prière alors que l'eau inondait le sanctuaire, éteignant la lumière des cristaux. La statue de Poséidon,
brillant depuis des siècles, s'effondra, ses fragments, sombrant dans l'abîme. L'Atlantide, autrefois une étoile radieuse, disparut sous les vagues, ne laissant que des bulles à la surface et un silence plus fort que n'importe quel cri. Qu'est-ce qui causa cette catastrophe? Platon dit que ce fut une punition divine pour l'orgueil et l'avidité des Atlantes, qui oublièrent les lois sacrées. Certains érudits suggèrent une catastrophe naturelle, une éruption volcanique comme celle de Santorin, ou un déplacement tectonique déclenchant un tsunami. D'autres envisagent une combinaison, activité volcanique, tremblement de terre, et peut-être une négligence humaine affaiblissant l'île. Les hypothèses d'une frappe de météorites ou d'expériences avec des cristaux libérant une énergie incontrôlable restent spéculatives. Quelle qu'en soit la cause, l'Atlantide disparut, emportant ses secrets, ses cristaux et ses chansons. La mer se referma sur elle, ne laissant que des légendes pour raconter son histoire. Pourtant, cette tragédie n'est pas seulement une fin. Elle enseigne que la grandeur implique une responsabilité, que la beauté exige des soins, que l'harmonie est un don à chérir. L'Atlantide, même dans sa chute, laissa une leçon résonnante à travers les âges. Fermez les yeux et imaginez les derniers instants de l'Atlantide. Vous êtes sur une colline, regardant les vagues engloutir la ville. Le temple de Poséidon brille encore, mais sa lumière s'éteint sous un ciel sombre. C'est un moment de tristesse, mais aussi une leçon sur la manière dont même les plus grands rêves peuvent se dissoudre si l'humilité est oubliée. Laissez cette image s'estomper doucement alors que nous passons au chapitre final, où nous apprendrons comment l'Atlantide vit en nous, dans nos cœurs et nos rêves. Respirez lentement et laissez le sommeil vous envelopper doucement, vous portant vers de nouveaux horizons où la légende devient éternelle. Bonne nuit, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage, mais l'Atlantide ne nous quitte pas. Fermez les yeux et imaginez-vous sur un rivage, contemplant l'horizon où cette île légendaire brillait autrefois, désormais cachée sous les vagues. Maintenant, nous parlerons de l'héritage de l'Atlantide, comment son histoire continue de vivre dans nos cœurs, inspirant, enseignant et nous appelant à rêver. Respirez profondément, détendez-vous et laissez cette histoire vous bercer dans un monde de rêves où le passé et l'avenir se fondent en un. L'Atlantide s'est enfoncée sous les vagues, mais son esprit perdure comme une étoile brillant, même en plein jour, caché derrière les nuages. Son histoire, racontée pour la première fois par Platon il y a plus de 2000 ans, devint un phare pour les générations. Au Moyen Âge, les alchimistes cherchaient ses secrets dans des manuscrits anciens, rêvant de trouver de l'orichalque ou des cristaux censés transformer le plomb en or ou guérir les maladies. Ils voyaient l'Atlantide non seulement comme une île perdue, mais comme un symbole du savoir que l'humanité pourrait reconquérir avec assez de sagesse. À la Renaissance, les artistes peignaient ces villes radieuses, avec des temples dorés et des canaux reflétant les étoiles. Léonard de Vinci, dont les esquisses regorgent d'énigmes, dessina des machines sous-marines, peut-être inspirées par les mythes atlantes. Des poètes, comme Dante et Pétrarque, faisaient référence à des terres perdues dans leurs vers, y voyant des métaphores de la quête de l'âme pour le paradis. L'Atlantide devint un symbole d'un idéal perdu,
un monde où règnent la beauté et la sagesse, inspirant les gens à rêver de jours meilleurs. À l'époque moderne, érudits et explorateurs cherchèrent l'Atlantide dans le monde réel. Au XIXe siècle, le livre d'Ignatius Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, affirmait qu'elle était le berceau de la civilisation, donnant naissance aux cultures égyptiennes, mésoaméricaines et autres. Bien que controversées, ces idées suscitèrent un intérêt archéologique menant à des études de la Méditerranée, de l'Atlantique et des Caraïbes à la recherche de traces de l'île. Les fouilles à Crète et à Santorin révélant des ruines minoennes ensevelies sous les cendres vers 1600 avant J.C. furent déterminantes. Les palais minoens, avec leurs fresques et leur système de plomberie, rappelaient les descriptions de Platon, et beaucoup y voyaient des échos de l'Atlantide. Au XXe et XXIe siècle, la recherche s'intensifia. Les archéologues sous-marins explorèrent les fonds marins avec des sonars et des submersibles, cherchant des villes englouties. Dans les années 2000, des chercheurs découvrirent des structures étranges au large de Bimini, dans les Caraïbes, surnommées le chemin de Bimini, que certains qualifièrent de vestiges atlantes, bien que les géologues les jugent de naturels. D'autres étudièrent des images satellites de l'Antarctique, suggérant que l'île pourrait reposer sous la glace après un cataclysme mondial. Les théories sur le triangle des Bermudes, où disparaissent navires et avions, ajoutèrent du mystère, laissant supposer des technologies anciennes ou des portails laissés par les Atlantes. Mais l'Atlantide est plus qu'un sujet archéologique. C'est un symbole culturel. Des écrivains comme Jules Verne, dans des romans comme 20 000 lieues sous les mers, envoyèrent des héros dans des mondes sous-marins inspirés par l'Atlantide. Arthur Conan Doyle écrivit sur des terres perdues où le temps s'était arrêté, et des auteurs modernes comme Dan Brown l'intègrent dans des mystères. Les films et séries ravivent son image. Une ville sous-marine éclairée par des cristaux ou une civilisation dotée d'une technologie avancée. La musique inspirée par l'Atlantide évoque la mer, éveillant une nostalgie pour quelque chose de perdu depuis longtemps, avec des compositeurs comme Vangelis créant des mélodies semblant être des chansons d'une île engloutie. L'Atlantide a façonné la philosophie et la science. Les érudits étudiant les civilisations anciennes se demandent: les Atlantes auraient-ils possédé des connaissances que nous avons perdues? Leurs cristaux étaient-ils des sources d'énergie semblables à la technologie moderne? Ces questions stimulent la recherche en physique, géologie et énergie alternative. Les philosophes voient l'Atlantide comme une métaphore de la nature humaine, notre quête de grandeur et notre vulnérabilité à la tentation. Elle enseigne que le progrès doit s'aligner sur la sagesse, sous peine de devenir destructeur. L'héritage de l'Atlantide est aussi une leçon sur les civilisations. Il nous rappelle que la grandeur implique une responsabilité, que la beauté exige des soins, que l'harmonie est un don à protéger. Son histoire avertit que l'orgueil et l'avidité peuvent détruire même le monde le plus beau, mais elle offre aussi l'espoir que nous pouvons apprendre des erreurs du passé. Elle nous pousse à réfléchir à nos sociétés, comment nous utilisons les ressources, traitons la nature et nous rapportons les uns aux autres. Peut-être que l'Atlantide n'est pas seulement le passé, mais un avenir que nous pouvons façonner ou perdre. L'Atlantide vit en chacun de ceux qui rêvent d'un monde meilleur.
Elle est dans le poète qui écrit sur l'amour, le scientifique qui étudie les étoiles, l'enfant qui construit un château de sable. Elle est en nous lorsque nous cherchons l'harmonie, apprenons de nos erreurs ou contemplons la mer, ressentant un lien avec quelque chose de plus grand. L'Atlantide n'a pas disparu. Elle sommeille, attendant que nous la trouvions dans nos cœurs. Ces cristaux, ces chansons et ces rêves vivent en nous. Et chaque fois que nous créons quelque chose de beau, nous la faisons revivre. Cette histoire est plus qu'un conte d'une terre perdue. C'est une invitation à considérer ce que nous laisserons derrière nous, quelles légendes seront racontées à notre sujet. L'Atlantide enseigne que la beauté et la sagesse sont des trésors à préserver, que l'harmonie est le chemin vers l'éternité. Elle nous appelle à être meilleurs, à rêver plus audacieusement, à aimer plus profondément. Et peut-être, dans les profondeurs de nos rêves, la retrouverons-nous, brillant comme à ces jours de gloire. Fermez les yeux et imaginez naviguer sur une mer calme. Sous les vagues, l'Atlantide sommeille, mais sa lumière brille en vous. Laissez cette histoire être votre berceuse, vous apaisant dans le monde des rêves. Pensez à l'héritage que vous souhaitez laisser, et laissez ces pensées se dissoudre comme des étoiles à l'aube. Ces temples, ces canaux et les rêves de son peuple restent avec vous comme un souvenir chaleureux. Chers auditeurs, notre voyage est terminé, mais l'Atlantide vit dans vos cœurs. Laissez ces images, temples étincelants, canaux silencieux, voix de son peuple, vous guider dans un monde de rêves où tout est possible. Respirez lentement, détendez-vous et reposez-vous, sachant que cette légende, comme la mer, sera toujours avec vous. Bonne nuit.